BFM Business, Good Morning Business, l'interview. C'est un gros coup de frein pour le marché immobilier neuf en France. Le nombre de logements mis en vente a chuté de 11,7% au deuxième trimestre, selon les chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique. On va en parler avec Henri Buzy-Cazot, président fondateur de l'Institut de management des services immobiliers. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Pourquoi ce ralentissement assez brutal ? Deux grandes raisons. La plus importante, c'est l'assèchement de la production. Il faut voir que le stock des promoteurs n'a jamais été aussi bas depuis 15 ans. On estime qu'un stock normal, pour que l'activité fonctionne bien, doit être à hauteur d'à peu près une année de production. On est aujourd'hui en dessous de 6 mois de stock. Plus près de 5 mois de stock, on n'a jamais vu ça. Alors la raison, c'est que les promoteurs ne mettent pas de logements en chantier, et là encore, derrière cette raison, deux origines. La première, bien sûr, elle est liée à l'inflation et à l'augmentation exponentielle du coût des matériaux. Un seul chiffre, structurellement, les matériaux, ça fait 50% du prix de revient d'un logement. Lorsque vous avez un dérapage de 10% de ces prix, on est bien au-delà aujourd'hui. Eh bien, tout simplement, il y a un impact qui pèse à hauteur de 5 ou 6% sur le prix pour le consommateur à la fin. Vous avez pu constater aussi dans les chiffres du ministère qu'on a vu une augmentation du prix des logements qui est de près de 6% au cours des derniers mois. Voilà, c'est la répercussion partielle du coût des matériaux. Donc, les promoteurs savent qu'ils ne pourront pas répercuter totalement, sauf à effacer complètement leur marge bénéficiaire, c'est-à-dire la santé de leur entreprise en serait menacée. Ça, c'est la première raison. La deuxième origine de l'assèchement, c'est la question de la transition écologique. C'est le nom du ministère qui publie ces statistiques trimestrielles, vous l'avez rappelé à l'instant. Le zéro artificialisation nette, l'objectif de sobriété foncière. En clair, on ne doit plus artificialiser les sols comme on le faisait par le passé. Ce n'est pas au cours de cet été où on voit l'effet des dérèglements climatiques qu'on va remettre ça en question, mais simplement le mode d'emploi n'a pas été donné aux élus qui ne signent pas les permis de construire. On a encore un problème de malthusianisme des élus aujourd'hui. Les promoteurs eux-mêmes sont désemparés. Comment fait-on? Où trouve-t-on les terrains? Il y a des solutions. On va retraiter les friches industrielles, mais on ne le sait pas encore le faire suffisamment. Il faut des aides publiques plus abondantes. On va voilà, on ne peut pas échapper à ça. On va utiliser des terrains qui sont imperméabilisés, comme on dit, mais sur lesquels on ne construit pas. Ça peut être des parkings inutilisés. Bref, il y a des voies, mais aujourd'hui, le mode d'emploi n'a pas été donné aux élus. Et puis la deuxième grande raison de cette baisse très importante, je souligne d'ailleurs qu'elle est moins importante que celle du trimestre précédent. On finit par oublier, c'est une descente aux enfers. On était à moins 20% entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2021. On est là, vous l'avez dit, à hauteur de 12% de moins. Très mauvaise nouvelle, c'est aussi la désolvabilisation des candidats à l'acquisition immobilière. L'accès au crédit est extrêmement compliqué aujourd'hui, avec plusieurs raisons à ça. La hausse des taux, des ménages ne passent plus avec des taux qui aujourd'hui flirtent avec les 2%. Et puis, bien sûr, aussi le fameux taux d'usure. On en a beaucoup parlé, et en particulier chez vous, avec des spécialistes du crédit. Ce taux d'usure coupe du crédit un certain nombre de ménages. Les banques devraient prêter à 2,5, 2,6, 2,7, ne peuvent pas le faire, malgré un redressement il y a quelques semaines du taux d'usure, au 1er juillet. Ça ne suffit pas. Et donc, on dit à certains ménages, écoutez, on est désolé, pour vous, il faudrait que le taux soit de 2,7 ou de 2,8. On ne peut pas vous l'appliquer. Ce serait illégal, donc on ne vous prêtera pas d'argent. Voilà. La demande elle-même n'est pas au rendez-vous. On va prendre tous ces éléments dans l'ordre. D'abord, sur les contraintes environnementales. À vous entendre, c'est une menace pour le secteur. Est-ce qu'il faudrait les assouplir de votre point de vue ? Non, je crois que il faut prendre la mesure de leur utilité à ces contraintes. Ce n'est pas une lubie du précédent exécutif. La loi climat-résilience du 22 août 2021, il y a presque un an, jour pour jour, est une loi fondamentale. Il y a un calendrier. Ça venait compléter d'autres lois. Je ne pense pas que le moment soit venu de
redonner de l'oxygène en rallongeant les délais. En revanche, il est certain qu'il faut donner des explications et que ce quinquennat ou cette législature doit être celle du comment. Comment va-t-on arriver à cette frugalité foncière? J'ai indiqué quelques pistes. Il peut y avoir aussi, c'est pas un assouplissement, c'est une définition. Quand on dit pas d'artificialisation nette, le net compte énormément. Est-ce que si un promoteur fait un programme, ça peut être tout un quartier d'ailleurs, avec des espaces végétalisés, est-ce que ça va être pris en compte? Est-ce qu'il va y avoir une soustraction en quelque sorte par rapport aux zones qui vont être à proprement parler artificialisées? Voilà, il faut, je crois, donner des repères. Et je ne parle pas d'assouplissement. De la même manière, la norme RE 2020, qui depuis le 1er janvier qualifie les logements neufs. Bon, ces logements neufs aujourd'hui sont vertueux au plan environnemental. Eh bien, elle a été négociée âprement pendant, pour ainsi dire, 18 mois. Aujourd'hui, elle est là, c'est un carcan. Les promoteurs l'ont accepté. Ils vous disent que c'est difficile, qu'il y a un apprentissage, il y a une cour d'apprentissage, mais il faut le faire. Je crois vraiment qu'on est dans une absence jusqu'à présent de didactique, de dialogue, faut le dire, un dialogue insuffisamment nourri entre les producteurs de logements. On a parlé des promoteurs, il y a les constructeurs de maisons individuelles aussi. Le chiffre de baisse que vous donniez, il cache d'ailleurs un chiffre encore plus mauvais pour les maisons individuelles. On est à moins 13,9%. Voilà, c'est ça, bon, exactement. On flirte avec les 14%. Donc la maison individuelle pâtit encore plus parce que les ménages, lorsqu'ils ont envie d'une maison individuelle, ils sont tentés de dire « allez, je la veux assez loin de la ville, donc on va artificialiser un terrain ». On leur dit non. Alors, où allez-vous construire cette maison individuelle? À quoi va-t-elle ressembler? À quoi va-t-elle ressembler? On peut faire des maisons qui sont beaucoup moins consommatrices de terrain, c'est déjà le cas. Des maisons mitoyennes, des maisons à étage, on va densifier. Donc, il ne faut pas dire aux Français, ça avait été dit par Emmanuel Wargon de manière maladroite, oubliez la maison individuelle. Non, oubliez la maison individuelle telle qu'elle s'est construite il y a 30 ou 40 ans. Mais il faut, voilà ce que j'appelle un mode d'emploi de manière très concrète. Il y a aujourd'hui des élus, des acteurs professionnels et des ménages qui sont désemparés par rapport à cet objectif. Vous parliez également des difficultés d'accès au crédit. On sait qu'au mois de juillet, pratiquement 40% des demandes de prêts ont été refusées avec cette problématique du taux d'usure. C'est-à-dire qu'avec la remontée des taux d'intérêt, le taux d'usure, nous disent les professionnels, est trop bas et beaucoup de dossiers sont refusés à cause de ça. Et beaucoup de professionnels appellent à revoir soit le mode de calcul, soit à réviser le taux d'usure beaucoup plus souvent, puisqu'actuellement, c'est chaque trimestre. Pour autant, le taux d'usure, il a été mis en place pour protéger le consommateur. Est-ce qu'il ne faut pas quand même s'en souvenir et demander peut-être aux acteurs financiers de faire un effort? Je crois deux choses sur le taux d'usure. Il me semble que à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, on devrait en suspendre purement et simplement, parce que ça va être du bricolage de le recalculer, de modifier. Ça va être encore une négociation de marchand de tapis, je dis respectueusement des acteurs, mais ça ressemblera à ça. Je pense que pendant peut-être 1 an, 2 ans, sinon 3 ans, il faut en suspendre l'usage. Rappelons que les associations de consommateurs vont hurler, hein. Attendez, il y a une deuxième partie à mon propos, parce que ce que vous disiez sur la protection du consommateur, évidemment, est déterminant. Rappelons que la France est le seul pays ayant un taux d'usure. On a quelques autres pays qui ont des taux d'usure très élevés, donc protecteurs, mais à hauteur de 10%, 8%, et d'autres pays qui n'en ont pas. C'est-à-dire qu'on renvoie à la responsabilité des prêteurs. Vous avez raison, quand on a fabriqué ce taux d'usure, quand il s'est imposé, il y avait eu des dérapages. Des prêteurs, même en France, n'avaient pas été respectueux de certains consommateurs. Il a une origine historique. Elle est très ancienne, hein. Il faut remonter plusieurs décennies avant nous. On a aujourd'hui un système prudentiel de contrôle des banques qui s'est considérablement accentué. Parlez-en à n'importe quel courtier ou banquier, il vous le dira. Et les banques aujourd'hui, si vous me passez l'expression, se tiennent à carreau. Alors il pourrait y avoir des dérapages, ils seraient constatés, ils seraient sanctionnés et ce serait à l'unité. Moi je pense qu'il faut renvoyer à la responsabilité des banques. Elles ne vont pas prêter à des taux insupportables de 4 ou 5% si le taux correct, je l'évoquais tout à l'heure, c'est de 7 ou de 8, mais que ça permet un projet. Je pense qu'il faut renvoyer à la responsabilité des acteurs et provisoirement, par la loi bien sûr, suspendre l'utilisation du taux d'usure. La casse, vous l'avez dit, elle est de près d'un dossier sur 2.
Et d'ailleurs, le ministère de la Transition écologique, dans les chiffres que vous avez rappelés au début, ajoute que le taux de casse, c'est pas dit comme ça, mais d'annulation des réservations de logements neufs a également augmenté. 13,2%. 13,2% deuxième trimestre. Et puis ensuite, la banque leur refuse le prêt, pour être tout à fait clair. Et donc, comme cette réservation est sous condition d'obtention de prêt, il y a de la casse. Voilà, donc il faut remédier à ça. Il est certain que l'autre problème derrière l'assèchement de l'offre, c'est une demande qui est fragilisée aujourd'hui et qui, à la rentrée, ne sera pas davantage au rendez-vous s'il n'y a pas cet assouplissement. Voilà, c'est le dossier du moment, c'est clair. Il nous reste très très peu de temps. Est-ce que vous êtes inquiet, en quelques mots, pour la fin de l'année sur le marché immobilier ? Je ne le suis pas que pour la fin de l'année. On a des cycles longs dans l'immobilier. Derrière les chiffres que vous donnez, il n'y a pas de remise en chantier, il n'y a pas d'autorisation de construire qui se relance. Et donc, on hypothèque les 3-4 ans qui sont devant nous. Les 3-4 ans qui sont devant nous. Il faut donc réagir tout de suite parce qu'on va vers un problème très simple. On ne pourra plus donner aux ménages ce dont ils ont besoin pour répondre à leurs projets logement liés à la mobilité, liés à l'évolution des familles, à la mobilité territoriale. On va vers une crise sociale. C'est pas une crise immobilière, c'est pas une crise économique, c'est pas une question d'acteurs. Une crise sociale, la satisfaction des ménages en logement ne sera pas assurée. Elle ne peut pas l'être que par le logement existant, rénové. Il faut être très clair là-dessus. Il y a aujourd'hui un fantasme qui consiste à dire on va faire avec l'existant. Ce sera une petite partie de la solution. Il faut produire au moins 400 000 logements par an. On est en train de plonger vers les 320 330 000. Chiffre que j'ai connu quand je suis entré dans ce secteur en 1990. Mais nous avions près de 13 millions de ménages en moins dans ce pays. Et nous avons la même production. On voit bien que ce problème est décisif. Merci beaucoup Henri Buzy-Cazaux, président fondateur de l'Institut de management des services immobiliers.